Bonjour mes délicieux co-créateurs, c'est Lilou, je suis au Québec, près de Montréal, à Laval, une partie de Montréal, je suppose. C'est une île complètement au nord de Montréal. C'est la deuxième plus grande ville du Québec. Je suis ravie de vous retrouver, Lise, après avoir fait cette interview sur Skype il y a de nombreuses années. Une interview que vous avez peut-être regardée, qui a été vue par plus de 160 000 personnes et qui a été diffusée, tout comme tout votre travail, depuis des années, puisque vous avez édité de nombreux livres, d'ailleurs, sous votre propre maison d'édition. Ça a été un grand succès au fur et à mesure des années. Waouh! À 25 livres. Puis ne me demande pas comment j'ai réussi à faire 25 livres, parce que pour moi, c'est l'enseignement qui prime. Hein? Mais j'écrivais toujours un livre dans mes moments. Surtout que j'avais un moment, j'écrivais. Puis finalement, j'ai réussi à en sortir 25. Et c'est thérapeutique pour les gens qui ont lu ce livre. Écoute ton corps, les 5 blessures, tout ça, tous ces livres. Et maintenant, il y a le jeu de cartes, la guérison des 5 blessures, enfin en cartes. Et puis le tout dernier, ton écoute du corps pour l'homme plutôt que la femme. Donc ça, c'est une grande, on va en parler pendant cette interview. Mais c'est quand même thérapeutique d'écrire, de créer tout ça, non? Oui, parce que, premièrement, moi, j'ai beaucoup d'inspiration quand je parle, en parlant. Donc, je suis plus une communicatrice qu'une auteure. Hein? C'est pour ça que les gens, je me fais dire que les gens, quand ils lisent mes livres, ils ont l'impression que je suis à côté d'eux en train de leur parler. Et parce que j'écris exactement comme je parle. Et quand j'enseigne, en enseignant, je sais pas, ça peut aussi bien être en train de donner une définition des émotions ou quoi que ce soit. Et tout à coup, c'est autre chose que je dis que ce que j'avais préparé. Puis là, je dis, oh, wow! En dedans de moi, je me dis, c'est génial ce que je viens de dire. C'est comme je l'apprends pendant que je parle. Et là, aussitôt que j'ai une petite minute, je note, parce que comme ça vient au-delà du mental, c'est pas quelque chose qui avait été appris, je suis obligée de le noter tout de suite pour pas l'oublier. Alors, c'est pour ça que j'arrête pas d'enseigner, parce que si j'arrête d'enseigner, je pourrais plus écrire de livres, j'aurais plus de nouvelles inspirations. On sent ce côté chez vous très connecté, qui reçoit, qui est channel, qui est intuitif, qui se laisse traverser. Ça a toujours été là, ou ça a augmenté comme ça au fur et à mesure, ou vous avez expérimenté, fait une NDE, ou je sais pas, quelque chose qui a été... Non, j'ai jamais eu rien de dramatique dans ma vie, là, mais j'ai peu à peu appris à respecter mon intuition. Parce que moi, ce qui a toujours été important pour moi, c'était faut que les choses soient intelligentes. Il faut que ce soit pratique. Parce que quelque chose d'intelligent, c'est pratique. Hein? Quelque chose qui est trop intellectuel, c'est juste dans la tête, puis enfin... Plus de mental, tu le mental. Ça. Et puis, même j'étais toute jeune, j'allais au couvent, puis les bonnes religieuses là, me parlaient de Dieu qui était bon et juste. Puis moi, je trouvais pas qu'il était bon et juste du tout, là, à cause de ce qui se passait. Je voyais des jeunes filles qui se faisaient battre, puis qui se faisaient abuser, puis tout ça. Puis je disais, vous dites qu'il est bon, puis juste, comment ça fait que Dieu, il permet ces choses-là, tu sais? Puis là, les bonnes religieuses me disaient, mais Dieu aime éprouver ceux qu'il aime. Ben, j'ai dit, moi, je veux pas qu'il m'aime. Je trouvais ça tellement ridicule, une réponse comme ça. Tu vois, c'était pas intelligent. Et parce que pour moi, il faut que ce soit cohérent, faut que ça passe bien. Ça fait wow en dedans de moi. Je dis, wow! Ça résonne, oui. Ça résonne bien. Donc, je suis sûre que même déjà très jeune au couvent, j'ai dû prendre une décision. Un jour, là, parce que quand je posais trop de questions, en plus, les religieuses me disaient, ça, Lise, c'est un mystère, tu sais. Ça veut dire, Lise, arrête de poser des questions. Mais je me suis dit... Des grandes questions existentielles. C'est ça. Fait que j'ai dit un jour, il n'y aurait plus de mystère dans ma vie. Je vais aller au fond des choses. Et c'est ça, j'ai commencé, j'avais peut-être dans 25 ans. Fait que ça fait 50 ans que je fais du développement personnel. Tu sais, que je commence à poser des questions au niveau de la réincarnation. Je voulais tout savoir. Hein? Je suis une avide d'apprendre. Encore aujourd'hui, plus j'apprends des choses nouvelles, plus ça me nourrit sans cesse. Ouais. Et c'est ce bonheur d'être soi-même. On en avait parlé lors de notre dernière interview, d'être soi-même.
On vient avec des blessures sur Terre? Ah ben oui, on a tous des blessures, mais ce qu'on veut apprendre à faire, c'est de ne pas se laisser envahir par ça. Tu sais, on peut vivre une injustice. Ça va être impossible de jamais vivre d'injustice ou de rejet ou d'humiliation dans la vie, mais quand on le vit, si on est capable d'avoir un regard différent, le regard avec le cœur, de voir l'intention de l'autre, de voir notre intention, c'est ça que j'enseigne surtout, que même s'il arrive des situations que sur le coup, on se sent blessé, mais qu'on reste pas là-dedans. Tu sais, que ça prend juste pas il y en a qui restent là-dedans des années à être blessés. Fait qu'après ça, on diminue des mois, des semaines, des heures, puis des fois, 5 minutes après, on peut être correct. Hein? Oui. Certaines blessures ne nous apparaissent pas comme des blessures, elles nous apparaissent comme la faute de l'autre, que l'autre est comme ça, que nous sommes dans cette position de victime. Ça passe par déjà reconnaître là où on en est. Oui, mais tout ce qui crée un malaise chez soi, un malaise au plan psychologique ou physique, ça veut dire qu'une blessure a été touchée. Puis ça veut dire que c'est notre ego qui prend le dessus. Fait que quand tout à coup on dit c'est l'autre qui me blesse, si l'autre était différent, je souffrirais pas. Ben ça c'est juste l'ego, hein, l'ego qui veut pas qu'on se regarde, c'est plus facile d'accuser les autres que de se regarder puis de dire ben qu'est-ce qu'il y a en moi qui attire ce genre de comportement de l'autre, tu sais. Donc le rôle de l'ego c'est quoi alors? Ben, l'ego, lui, c'est une création mentale. Donc, l'ego, c'est... Bon, ça, c'est ma définition. Hein. L'ego, c'est... C'est ce que je souhaite entendre. C'est la totalité de toutes nos croyances. Donc, on arrive avec plein de croyances qui viennent de nos vies précédentes, hein, qui sont toutes inscrites dans l'âme. Et on vient avec des croyances génétiques qui sont cellulaires, qui viennent de tous nos antécédents. Donc, on arrive déjà avec un gros bagage de croyances apprises par le mental, parce que tout ce qui est dans le mental, c'est de la mémoire. Donc, alors l'ego, c'est ça, c'est la totalité de toutes nos croyances. Donc, l'ego, comme c'est une création purement mentale et qui ne vit que dans le passé, donc dans tout ce qui a été appris depuis longtemps, l'ego ne peut pas être en contact avec les besoins de notre être. Parce que ça, c'est le monde spirituel. C'est bien au-delà du mental. Et donc, c'est impossible pour l'ego de connaître. Alors, l'ego, lui, est convaincu que si je commence à sentir mes blessures ou je commence à regarder ce qu'il y a en moi, que je ne pourrais pas le gérer. Parce que dans sa mémoire, quand on a été blessé, rejeté, petit enfant, 2 ans, 3 ans, ça nous a tellement fait souffrir que là, c'est ça la mémoire. C'est pour ça que, tu sais, ceux qui dramatisent les choses puis qui parlent des affaires du passé, c'est que c'est dans leur mémoire puis ça grossit tout le temps parce qu'ils sont toujours pris avec ça tout le temps. Et c'est pas la réalité. Moi, je me souviens que quand j'avais 9 ou 10 ans, je pense, il y a eu un feu chez nous. Puis je viens d'une grande famille. Et un jour, mes sœurs et moi, on est tout en train de raconter le feu qui était arrivé quand on était jeunes. Bien, on était 7-8 autour de la table, là. Il n'y en a pas une qui a eu le même feu. On avait toutes des histoires différentes, tu vois. Fait qu'on l'a toutes vécu en fonction de notre perception. C'est pour ça que l'ego, c'est la même chose. L'ego a perçu quelque chose comme étant un gros drame quand il n'y a pas tous les éléments parce que ça lui est impossible mentalement de voir tout ça. Donc, l'ego, lui, il essaie de nous protéger. Si tu parles juste à l'ego, lui, il est convaincu de nous protéger de souffrir. C'est pour ça qu'il y a mieux qu'on accuse les autres, qu'on ne se regarde pas. Mais l'ego, il ne sait pas que le besoin de notre aide, c'est d'aller plus au fond des choses. Il a peut-être besoin d'être rassuré aussi et de lui dire on va s'en occuper tout à l'heure. Pour l'instant, j'ai ça à traiter, cette blessure. Oui. Ça a été, moi, c'est ma méthode que j'enseigne, là, parce que ce que j'ai appris au fil des années, c'est qu'il n'y a rien qui peut se transformer avant que ce soit accepté. Donc, comment je peux faire pour accepter l'ego qui est toujours en train de me faire peur, qui est toujours en train de me faire sentir coupable, et puis de dire, fais pas ci, fais pas ça, c'est bien, c'est mal, bon. Comment je... Torture. C'est ça. Comment on peut accepter ça? Bon, on l'accepte en voyant sa bonne intention. Que si on se met dans les souliers de l'ego, lui, il est convaincu de nous protéger parce qu'il pense pas qu'on va pouvoir gérer
psychologiquement gérer, de toucher à nos blessures au plus profond. Donc, c'est pour ça qu'on peut dire l'ego, OK, je sais que tu veux m'aider, je sais que ton intention est bonne, mais dans le moment, voilà ce que moi je veux vivre, puis inquiète-toi pas, je suis prête à assumer les conséquences. Il faut surtout le rassurer qu'on n'en mourra pas. On n'a plus 2 ans, on n'a plus 3 ans, là, comme on était quand on était jeune, tu sais. Mais l'ego, lui, vient de cette vie terrestre, donc les blessures, comme... C'est accumulé depuis toutes nos vies, hein? Parce que quand on décède, tout ce qui est accumulé au plan mental et émotionnel ne meurt pas parce que c'est inscrit dans l'âme. L'âme est immortelle. Hein? C'est juste le physique qui meurt quand on décède. C'est juste notre corps physique. Et c'est pour ça qu'on revient toujours avec le même bagage. Le même ego aussi. Oui, mais oui. C'est-à-dire que notre apparence, tout ça change, la dynamique change. Mais l'ego qui est accumulé, c'est pour ça qu'il y a des gens qui viennent ici sur cette terre qui font des choses atroces, tu sais. Bon, on va prendre un homme comme Hitler, par exemple, qui est arrivé déjà très jeune, il voulait dominer tout le monde. Il est arrivé déjà qu'un gros ego qui avait accumulé au fil de nombreuses vies, tu vois. Ça arrive pas dans une vie, un gros ego comme ça. Parce que moi, je me demandais si la grandeur des blessures avec lesquelles on est, donc ces blessures qui viennent de notre âme, enfin, les expériences que dans le coup on crée pour peut-être réparer ces blessures, en tout cas les guérir, et voilà, ferait que l'ego, en effet, lui, se construirait très rapidement en fonction aussi de ces blessures-là dans cette vie et des figurants et des personnes qu'on va rencontrer, des histoires physiquement. Donc, très rapidement, même un Hitler peut se construire en fonction de l'énormité des blessures qui sont, elles, spirituelles et à un autre plan. Il y a différentes dimensions comme ça dans la peur, l'ego, il y a différentes... c'est toute la même chose. L'ego, c'est la grosseur de l'ego, le pouvoir de l'ego est au même degré que les blessures. Donc, si une personne, ça fait... je vais donner un exemple. J'ai une de mes sœurs qui est décédée l'an passé, qui... Elle en a toujours voulu à ma mère, tu sais, une grosse blessure de rejet, puis elle n'a jamais pardonné à maman. Puis elle est morte avec ça, puis elle est morte en souffrant aussi, tu sais. C'est lié, oui. Oui, puis j'ai essayé à plusieurs reprises de lui dire, est-ce que ça se pourrait que... Tu sais, puis elle dit, oh non, laisse-moi de la paix avec tes affaires. Elle me disait toujours qu'elle me respectait, qu'elle m'admirait pour ce que je faisais, mais qu'elle n'a pas besoin de ces choses-là. Donc, c'était tout son ego qui voulait pas, qui résistait. Fait que tu vois, fait que ça veut dire que quand elle va revenir, faut qu'elle recommence dans une autre vie. Parce qu'elle l'a pas fait dans cette vie-ci. Fait que ça s'accumule dans son âme. Et quand elle va revenir, il va falloir encore qu'elle revive encore plein de rejets, puis tout a recommencé, tu sais. Alors, le but de la vie, comment voyez-vous ça? Bien, le but de la vie, c'est justement de devenir de plus en plus, de vivre dans l'amour, puis de commencer à s'aimer, puis à s'accepter. S'accepter, ça veut pas dire que je suis d'accord avec tout ce que je fais ou je dis ou d'accord avec les autres. Ça veut dire que je me donne le droit d'être humain, tu sais. Puis, parce que c'est pour ça, la blessure de rejet, les gens font beaucoup de déni. Ils veulent même pas reconnaître qu'ils vivent des choses de même. Non, moi, mon père, je l'haïs pas, mon père, je l'haïs pas, ma mère. Ils valent même pas la peine que je les haïsse. Je suis heureuse sans les voir. Tu vois, c'est du déni complet. Ils veulent pas toucher à la douleur du rejet qu'ils vivent. Et... fait que on peut pas le faire pour les autres. Tu sais, moi, j'arrive toujours avec mes questions parce que je suis Madame Question, donc j'aime bien poser des questions pour voir jusqu'où je peux aller avec les gens. Parce que la personne qui se ferme tout de suite, ça veut dire non, change de sujet. Tu sais, elle veut pas y toucher. Tu sais, il faut respecter ça. Puis c'est ça l'aimer. Fait que c'est le but, c'est la raison d'être de tous les humains, c'est d'apprendre à s'aimer davantage puis à aimer les autres. Alors, comment gérer ces personnes de la famille, sa sœur, sa mère, son père, ses amis, qu'on sent qui ont ces blessures? Comment faire face à ça? Parce que peut-être qu'ils ne sont pas prêts à lâcher ça, en effet, dans cette vie. En même temps, il faut se protéger, il faut peut-être poser ses limites aussi, il faut peut-être
prendre son espace, comment gérer ces relations, j'ai envie de dire presque toxiques, qui sont malgré nous quand même, qu'on a à vivre au quotidien ou pas, mais qui nous prennent de l'énergie. Ouais. Ben, nous prennent de notre énergie seulement si on n'est pas au courant de la notion de responsabilité. Parce qu'il n'y a personne sur la planète Terre qui vient ici, sur cette planète, qui s'incarne pour arranger le bonheur des autres. De penser qu'on peut rendre quelqu'un heureux, c'est un de l'ego. C'est rien que l'ego qui pense ça. C'est impossible. Le bonheur ne peut venir que de l'intérieur de nous. Fait que c'est juste comme moi, je le vois bien dans ma famille. Je vois, tu sais, quand je réunis avec toutes mes sœurs, une qui parle de tous ses problèmes de santé, l'autre son problème de couple, l'autre son problème d'argent. Puis, tu sais, il n'y en a pas une qui dit, ben Lise, tu pourrais-tu m'aider, tu sais? Fait que j'ai appris à me mêler de mes affaires. Parce qu'au début, quand j'ai commencé, tu imagines, il y a 50 ans, quand j'ai lu mon premier livre, La puissance du subconscient de Joseph Murphy, hey, là, j'étais tellement emballée. Oh, wow! C'est pour ça que des fois, il m'arrive ce que je veux, puis on peut faire arriver ce qu'on veut. Puis j'étais dans la pensée positive à plein, pendant au moins 15 ans, avant de commencer plus au monde spirituel. Et j'essayais de convaincre toutes mes sœurs. Ben oui, tu peux faire arriver ce que tu veux. Puis là, ils me disaient tout, veux-tu nous ficher la paix, tu sais, avec tes affaires? Alors, on s'en rejeté, abandonné. C'est ça, mais là, ça m'a pris du temps à réaliser que c'était mon ego. Qu'eux autres, ce qu'ils recevaient, c'est que moi, j'étais mieux qu'eux. Que si eux autres adhéraient à ma façon de penser, ils pourraient être plus heureux. Tu sais, ça, c'est juste l'ego aussi. Tu sais, écoute-moi, là, tu sais, écoute, là. Tu vas voir, j'ai réponse pour toi. Fait que, ben, c'est pour ça que toutes les méthodes que j'enseigne, c'est toujours avec des questions. J'enseigne, je fais la formation de thérapeute, apprendre à poser des questions tout le temps. Puis, comment ça marche alors pour justement ces cartes-là? Parce que c'est bien d'avoir fait ces petites cartes, elles n'existaient pas avant. Donc là, on pose quand même une question. Il y a une intention avant de tirer une carte. Oui, c'est fortement suggéré de penser à quelque chose. Peut-être qu'aujourd'hui, on voudrait avoir une réponse. Ou pourquoi ça m'arrive telle chose? Pourquoi j'ai de la difficulté avec mon fils aîné ou quoi que ce soit, et puis tirer la carte, après les avoir bien mélangées 3 fois. On va les essayer, là. Okay. Et, ou bien, on peut dire, qu'est-ce que les cartes ont à me dire de bon aujourd'hui? Quel est le message que je dois recevoir pour aujourd'hui, tu sais? Mm-hmm. Oui, fait que toutes les cartes sont... Je vais vous demander de bien ouvrir ces cartes parce que c'est intéressant Moi, je trouve ça toujours fascinant avec ces cartes et j'adore utiliser les cartes au quotidien et je les ai utilisées celle-ci parce que j'ai ma petite copie en France. Comment on pose une intention, donc il y a quand même quelque chose, on se relie de là-haut, on se relie à quoi et comment ça se fait qu'on va tirer la carte qu'il faut à ce moment-là? Il n'y a pas de hasard, il n'y a jamais de hasard dans la vie, puis tu sais, notre intention est bonne quand on fait ça, notre intention c'est d'avoir une réponse, donc automatiquement on est dans notre cœur, et comme les 2 bras sont l'extension du cœur, fait que c'est pour ça que la main choisit toujours ce qu'on a besoin. Comme il y a des gens qui vont souvent prendre un livre, le livre écoute encore un des livres qu'ils aiment, là, puis ils se lèvent le matin, ils rouvrent une page au hasard comme ça. C'est exactement, ils la lisent, c'est exactement ce qu'ils ont besoin. Alors voilà, tu veux t'en choisir une? Alors est-ce qu'on pose une question? Non, tu peux juste te dire qu'est-ce que j'ai besoin de savoir pour aujourd'hui. Allez, qu'est-ce que j'ai besoin de savoir pour aujourd'hui? Donc là, il y a toutes les blessures qui sont là quand même. C'est ça, oui. Tout l'abandon, rejet, trahison, injustice. Oui. Alors, il faut que tu la choisisses. OK. Fait que, tu aurais pu juste le tourner comme ça puis le lire. OK, vas-y. Aujourd'hui, dans ma vie personnelle, je décide de prendre une décision sans demander l'opinion d'une autre personne par rapport à une situation où j'ai l'habitude de le faire. Voilà. Fait que c'est ça, tu vois, c'est en même temps... bien nous chercher. Oui, parce que, tu vois, ça, c'est pour la blessure d'abandon. Fait que le but de ça, c'est de rappeler aux gens que ça, c'est tous des petits moyens, des petits exercices à faire qui font que on guérit tout doucement nos blessures. Parce qu'il y a bien des gens qui sont pas capables de prendre une décision tout seul. Il faut toujours qu'est-ce qu'ils t'en pensent? Il faut toujours qu'ils demandent aux autres. Ça, c'est les gens qui ont besoin toujours de soutien des autres personnes qui est relié à la blessure d'abandon. Fait que, alors, si, disons,
tu prends une carte comme ça, puis ça n'arrive pas aujourd'hui. Tu n'as pas vraiment besoin de prendre une décision. Mais juste le fait de l'avoir lu, ça vient te donner un rappel. Ah bon, ça, quand je fais ça, là, ça aide ma blessure d'abandon. Fait que c'est pour rappeler aux gens toutes sortes de moyens pour... Ouais. De toute façon, c'est dans la pratique, parce que c'est vrai qu'à un moment, moi, je me rends compte aussi avec le défi des 100 jours, c'est qu'il y a ces pratiques. C'est quand on commence à mettre ça en place au quotidien, pas à pas, jour après jour, qu'il y a un vrai changement. Sinon, de lire un livre ou pour un homme qui va écrire Écoute ton corps, si ensuite on ne pratique pas tous les jours... Ah non, quand j'ai appris, moi, ça m'a pris un bout de temps à apprendre ça, que la conscience vient avec l'expérience. Tu sais, si ça vient pas avec la connaissance, c'est pas parce que je connais quelque chose, parce que j'ai lu un livre ou je l'ai appris dans un atelier que je suis conscient. La vraie conscience, tu sais, c'est comme, je sais pas, moi, j'ai déjà sauté en parachute, mais avant de sauter, j'étais pas consciente. C'est quoi? Tu sais, tu peux lire tout ce que ça fait. Tu sais, bon, mais ça, c'est juste la connaissance. Hein? La vraie conscience vient quand tu l'expérimentes. Donc, dans tous mes livres, les ateliers, partout, je donne plein de moyens concrets, justement pour passer à l'action dans notre quotidien. Parce qu'on le dit tout le temps à tout le monde. Là, vous venez de faire deux jours d'atelier, mais si vous allez chez vous, vous placez vos notes dans un tiroir en disant « Hey, c'était intéressant, mes 2 jours, tu sais. » Puis vous faites rien avec, il n'y a rien qui va changer dans votre vie. Tu sais, nous, on ne change pas la vie des gens. C'est ceux qui vont chez eux, qui le mettent en pratique, qu'il y a des changements. On parle de prise de conscience aussi. Je suppose qu'il y a différents degrés de prise de conscience, ou après ça va dans les profondeurs de l'être. C'est-à-dire qu'il y a des fois des vraies révélations comme ça, mais ensuite c'est quand même... Il y a des couches et des couches et des couches, des layers. Bien, c'est ça se fait peu à peu, hein, parce que, comme par exemple, quelqu'un qui fait l'atelier sur les malaises et maladies, bien, ils repartent avec des outils, que quand tout à coup ils se retrouvent chez eux, que le mal de tête, mal de dos, quoi que ce soit, quelles sont les questions à se poser, puis les actions à faire. Donc, s'ils s'en vont chez eux, puis aussitôt qu'ils ont mal au dos, ils prennent un cachet, puis ils ne regardent pas le livre, bien, ça ne leur a rien donné de faire l'atelier, tu sais. Fait que tous les ateliers, les gens repartent avec plusieurs outils à utiliser chez eux. Quelle est vraiment la différence majeure? Parce que celui-ci, je suppose qu'il a été demandé par de nombreux hommes depuis très longtemps. Écoute ton corps, donc pour les hommes, mais... Il n'a pas été demandé, non. Je suis surprise. Moi, j'étais sûre que c'était le truc qui avait été tellement demandé par rapport aux éditions précédentes. On n'avait jamais pensé à ça, mais c'est justement Jean-Pierre, que tu vois la photo, là, Jean-Pierre qui est mon gendre, qui est, parce que c'est ma fille qui gère toute la compagnie Écoute ton corps, puis son mari gère la compagnie d'édition. Et Jean-Pierre, ça fait 25 ans qu'il travaille avec moi, puis ma fille, ça fait... 30 ans, oui. Et alors, Jean-Pierre, un jour, il s'est rendu compte, quand on faisait des conférences, lui était souvent derrière la table, tu sais, pour vendre des livres avec certaines d'autres employés. Puis il se rendait compte que des fois, des hommes venaient autour de la table, ils prenaient un livre, ils le regardaient, ils lisaient l'endo, puis tu sais, fait que Jean-Pierre disait, est-ce que c'est la première fois que vous venez à une activité d'Écoute ton corps? Oui, c'est ma femme qui m'a emmené. Donc, il dit, mais si vous êtes nouveau, on vous conseille surtout de lire le livre Écoute ton corps, le petit livre rose, tu sais. Donc, il prenait le livre rose, puis il le donnait au monsieur pour que le monsieur le regarde, en plus des autres. Puis le monsieur dit, ah oui, bien merci beaucoup, mais il touchait pas. Puis c'est après plusieurs fois comme ça qu'il dit, hey, mais sais-tu, ça a fait donc dans sa tête. Il dit, les hommes, ils feuillettent les autres livres, mais pas celui-là. Alors, est-ce que ça se pourrait que ce soit encore très fort psychologiquement que le rose, c'est pour les femmes seulement? Et puis, parce que moi, je veux absolument le garder rose, parce que tout le monde le connaît comme petit livre rose, hein, puis le rose, c'est la couleur du chakra du cœur, en plus. Et alors, c'est lui qui a eu l'idée. Qu'est-ce que tu dirais, Lise, si on fait un livre, on reprend le même livre, Écoute ton corps, qui ça fait longtemps qu'il existe, et on écrit juste des exemples pour hommes dedans, puis je l'ai tout relu, hein, j'ai tout repassé de A à Z, puis il y a des choses que, en tout cas, j'ai simplifié, mais c'est le même livre quand même. Quelles sont les différences vraiment entre l'homme et la femme, alors, dans l'écoute du corps?
Est-ce qu'il y en a? Il n'y en a pas. Il y en a Un corps est un corps. Il n'y en a pas. Non, c'est ça, parce que c'est les mêmes outils que j'enseigne et tout, là, que ce soit pour l'homme ou pour la femme. Mais c'est que c'est juste... L'idée, c'est que psychologiquement, l'homme, il pense que c'est pour les femmes. Beaucoup d'hommes pensent que c'est pour les femmes. Puis, madame va lire le livre, elle va en parler à son mari, il va trouver ça intéressant, mais il ne prendra pas le livre pour le lire lui-même, tu sais. Donc, comme les hommes qui ont déjà lu Écoute ton corps, ben ils n'ont pas besoin de relire ça parce que c'est juste au niveau des exemples que c'est la différence. Mais les outils sont les mêmes. Mais c'est surtout pour inciter davantage les hommes à penser qu'eux autres aussi ils peuvent lire ça. Parce qu'une fois qu'ils l'ont lu, là, ils aiment beaucoup, beaucoup ça. Il y a eu combien de copies de vendues de ce livre? Je sais pas. Sur le Écoute ton corps, c'est des milliers et des milliers, là. Parce que, normalement, moi, dans les premiers 3 mois qu'un livre sort, on vend facilement, on vend 10 000 copies d'un livre, oui. Parce que... Au Québec, c'est beaucoup. Ben oui, parce que c'est dans le monde entier. Dans le monde entier, dans le monde français, si on vend 5 000 copies dans la vie d'un livre, c'est un best-seller. Donc, moi, aussitôt que les livres sont sortis, tous mes livres sont toujours des best-sellers, mais parce que j'ai la chance d'être connue. C'est un beau cadeau du ciel, ça, mes livres, hein, parce que c'est ça qui m'a emmené à la traduction dans plusieurs langues. Et puis, maintenant, on enseigne dans 28 pays. Puis donc, c'est des millions de copies au total, non? Je suis rendue à 4,5 millions de livres vendus. Ouais. Et le best-seller, c'est celui-là, la version femme? Oui, Écoute ton corps, c'est celui qu'on a vendu le plus parce que ça fait quand même près de 30 ans qu'il est sorti. Hein? Mais le livre qui a battu le record dans les années de vie, là, Les blessures a battu le record d'Écoute ton corps. Si on regarde le temps d'années puis tant d'années, là, oui. Ah, ouais. Dans l'écoute de ton corps, Écoute ton corps, si on avait à résumer le livre, ça tiendrait à quoi? Ben c'est la base de mon enseignement. C'est vraiment tout le plan physique, émotionnel, mental, le avoir, le faire, l'être, l'amour. J'ai fait, c'est un survol de toute la base de mon enseignement. Ouais. Cette sagesse, on l'a cachée au fond de nous. À quel endroit? Tout le monde, les gens, là, c'est incroyable la quantité de personnes qui m'ont dit, quand je lis ton livre, là, j'ai l'impression de toujours avoir su ça. Mais je suis tellement contente maintenant de savoir que je le savais. Mais on n'est pas conscient de le savoir. Puis c'est exactement ce qui m'est arrivé, moi, quand j'ai commencé à lire des livres. Mais puis quand je suis inspirée, tout à coup, il me vient... comme des phrases, là, tu sais, des phrases importantes, là, puis là, ça fait une ouverture incroyable. Ça s'ouvre dans le corps. Oui, là, ça fait un gros wow en dedans, puis je le sais que c'est vrai, tu sais, comme par exemple la phrase, j'en ai beaucoup, hein, des phrases qui sont uniques au fil des années, hein, après toutes ces années d'enseignement. Mais celle que j'aime bien répéter, c'est « On arrive à être ce qu'on veut être seulement après avoir accepté d'être ce qu'on ne veut pas être. » Tu vois? Quand ça m'est venu, j'étais en train d'écrire une conférence sur comment être soi-même. Puis tout à coup, pendant que j'écrivais la conférence, c'est ça que ça m'est venu. Puis j'ai dit, hey, ça, c'est génial. Je le disais avant, qu'il fallait toujours s'accepter. Il faut s'accepter dans la partie négative, positive. Il ne faut pas juste s'accepter quand on est vrai, puis bon, puis gentil. Il faut s'accepter. Et s'accepter, c'est s'accepter dans les parties qu'on n'aime pas. Tu sais, on l'a toujours dit, ça. Mais de l'avoir tout inclus dans une phrase clé, là, ça a plus d'effet. Qu'est-ce qui te fait encore, après toutes ces années, cette évolution, tous ces livres, qui fait vibrer? Ça vibre aussi fort en dedans ou... Ce qui me fait le plus vibrer... Il doit y avoir des vagues comme ça quand même, parce qu'avec le succès vient également un poids, une responsabilité ou une attente des gens ou une demande, ou des fois de... J'ai jamais perdu mon feu sacré. Jamais, jamais. Alors, qu'est-ce qui le renforce? Qu'est-ce qui l'alimente? C'est toujours de découvrir des choses nouvelles. Tout le temps. Je suis toujours en train d'affiner l'enseignement pour que ce soit toujours de plus en plus simple, de plus en plus abordable par tout le monde, plus facile à mettre en pratique. Alors, je trouve
toujours des moyens nouveaux, des nouveaux petits exercices. Puis ce qui m'allume en deuxième, c'est de voir ce qui se passe dans les yeux des gens qui, tout à coup, là, je viens de dire une phrase, là, puis là, tu vois, tu sais, il y a quelque chose qui vient de résonner, là, puis je sais que ça vient de changer quelque chose d'important dans sa vie, là, tu sais. Puis comme là, j'arrive d'aller passer une semaine en Martinique et en Guadeloupe. Ça faisait 10 ans que j'y étais pas allée, et parce que l'organisateur était reparti en France, et j'ai eu 1300 personnes dans 3 conférences. Et les gens, là, quand est-ce que vous allez venir faire des ateliers? Puis je voyais les gens, là, heureux, puis avides de faire quelque chose. Et encore plus qu'avant, non? Il y a cette ouverture qui est en train de se passer quand même. Beaucoup. Oui, dans 10 ans, même l'organisateur, celui qui m'a demandé de venir, il m'a dit, il y a vraiment quelque chose qui se passe dans le moment. Il dit, au niveau des gens, là, ils veulent faire du développement personnel. Et j'ai eu, dans l'espace de 3 jours, 11 entrevues, télévision, radio, journalistes. Tout le monde voulait me voir pour... tu sais, fait que ça, c'est du jamais vu, hein. Ça, j'ai battu mon record, là. Mais ça m'a fait plaisir parce que il y a encore beaucoup de places qui disent « Ah, ça, c'est juste de la foutaise. » Puis « Oh, ben, elle se prend pour un gourou. » Ben, des choses comme ça, tu sais. C'est pas tout le monde encore. Ou il y en a qui disent « Ah, non, on veut pas l'inviter à la radio parce que si elle veut être invitée, qu'elle paye, tu sais, parce qu'elle a une école ils veulent pas nous inviter gratuitement. » Tandis que là, je voyais la grande ouverture. Puis je dois avouer que j'ai de plus en plus d'entrevues quand même, tout le temps, oui. Fait que même si je diminue sur d'autres choses. J'essaie de déléguer parce que je serais supposée être à ma retraite déjà depuis longtemps, mais... Bon anniversaire. Mon anniversaire aussi cette semaine, oui. Et mais non, je délègue certaines choses, mais il y a plein d'autres choses nouvelles qui se présentent puis qui m'excitent. Donc, je continue. J'ai encore la pêche, encore beaucoup d'énergie, une bonne santé. Pourquoi j'arrêterais? Aucune raison. C'est ça. Une dernière révélation de peut-être qui s'est passé pour toi ces dernières semaines ou ces derniers jours, ou quelque chose qui s'ouvre et qui serait bon à partager là, sachant que c'est vrai que l'avantage de ces vidéos, c'est qu'elles partent dans les 4 coins du monde aussi, et donc c'est chouette de partager ses propres breakthroughs, ses propres ouvertures. Oui. Je peux pas... Là, ça me vient pas. Ça me vient pas si... Ou un message par rapport à ce qu'on a dit? Ben, moi, la chose sur laquelle je travaille beaucoup depuis surtout 1 an, depuis la sortie de mon livre sur la guérison des blessures, surtout sur la grande puissance de l'ego. Alors, je découvre tout le temps plein de choses nouvelles que l'ego, des moyens que l'ego utilise pour prendre le dessus sur nous autres. Tu sais, comment c'est subtil tout ça. Fait que, tu sais, à mesure que j'en découvre des nouvelles façons, je les note encore. J'en ai écrit beaucoup dans le livre, hein, sur la guérison des blessures. C'est la première fois que j'ai parlé autant d'ego. J'ai 40 pages juste sur l'ego. Parce que si je sais pas que mon ego vient prendre le dessus, il n'y a aucun moyen de guérir mes blessures. Parce que ego égale blessure, tu sais. Mais on voit des égos, on voit l'ego spirituel, on peut voir l'ego alimentaire, on peut voir l'ego... Il y a tout... Hein? Oui, c'est ça. Mais celui qui fait le plus de dommages, c'est le spirituel. C'est celui qui se croit être mieux que les autres, hein, c'est ça. Guérir, le truc, c'est l'identification. Moi, je trouve que le plus désastreux, c'est l'ego spirituel du thérapeute ou par exemple, ou de la personne qui guérit, qui fait de la guérison énergétique ou autre. Et là, il y a une identification à ça. Ce qui est dommage, parce que ça nous traverse. Nous sommes des co-créateurs. Nous ne pouvons pas à 100% créer ça. Oui, c'est ça, parce que ceux qui croient qu'ils ont la réponse pour tout le monde, et puis, tu sais, viens ici, moi j'ai le pouvoir de guérison, je vais te faire une imposition des mains et je te guéris. C'est grâce à moi si tu guéris. Ça alimente beaucoup l'ego, ça, c'est ça. Puis c'est grâce à moi si tu es heureux. On peut essayer d'aider quelqu'un, offrir d'aider quelqu'un parce qu'on pense qu'on a des réponses pour la personne. Ça, c'est pas de l'ego, c'est juste vouloir aider. Mais ça devient de l'ego si on insiste.
Si la personne, si je dis, mais est-ce que tu aimerais ça savoir quelque chose que j'ai appris qui pourrait peut-être t'aider? Puis ça dit, oh non, non, laisse faire. Non, ça va. J'ai mon médecin, j'ai ma thérapeute. Bon, je dis, OK, ben, tu sais, on laisse faire. Mais si on... Ça veut pas dire de jamais aider personne, hein, parce que faut apprendre à offrir, mais savoir quand arrêter. Comme ça, on n'alimente pas l'ego. Ouais. En tout cas, merci beaucoup, Lise. Merci beaucoup pour cette interview. Merci d'avoir pris le temps. Ben oui, ça m'a fait plaisir. Pour une fois que je suis au Québec, ma foi, il y a le beau soleil québécois avec la neige blanche et merveilleuse. Aujourd'hui, c'est 2 journées merveilleuses d'hiver. Moi, je demeure au pied des pentes de ski. Et puis là, je vois toutes les... hier, puis aujourd'hui, plein de monde qui font du ski. C'était des belles journées d'hiver, ça. C'est joyeux. Puis là, apparemment, il fait chaud au Québec. Il fait 4 degrés, c'est super chaud. Ils sont tous en pull. Bon, mais on peut retrouver, je suppose, de nombreux ateliers et tout ça. Il n'y a pas de souci. Il y en a plein partout, même en France. Hein. Oui, juste aller sur notre site web et puis c'est tout bien expliqué. Ouais. Merci beaucoup. Merci. Et gros bisous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager. On vous embrasse très fort du Québec, de Montréal. Au revoir.